Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe où on parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, lorsque je vais publier un nouveau vidéo, vous allez être notifié. Vous avez été plusieurs au cours des derniers jours à m'écrire pour me demander quelle était mon opinion sur les marchés et si je croyais toujours à la théorie du bull trap. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de plusieurs choses. D'abord, on va parler évidemment des données du marché, ensuite des données économiques, de l'économie, des raisons de la déconnexion entre les marchés et l'économie et je termine en vous donnant mon opinion sur les marchés actuellement et si je crois toujours à la théorie du bull trap dont j'ai parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. Alors restez avec moi, on débute à l'instant avec les données du marché. Alors depuis le 23 mars 2020, qui était en fait le point le plus bas du marché, on a connu une hausse fulgurante des divers indices américains. Par exemple, si on débute avec le Dow Jones, qui est maintenant à 27 500 quelques points. Depuis le début de l'année, on est en chute de seulement 3,38 %. Depuis un an, on est en hausse de 6,11 %. Si on regarde du côté du Nasdaq, on est à 9 900 quelques points. Depuis le début de l'année, on est en hausse de 10,6 %. Depuis l'année dernière, de 28,19 %. Le Nasdaq est à un niveau historique. On n'a jamais été aussi haut sur le Nasdaq. On est en pleine crise économique. Le S&P 500, qui est l'indice, à mon avis, le plus important pour ce qui est de la bourse américaine, on est autour de 3200 quelques points. Depuis le début de l'année, on est en hausse de 0,05 %. Alors, le S&P 500, malgré tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois et des dernières semaines, est en hausse depuis le début de l'année. Depuis un an, on est en hausse de 12,5 % et depuis le creux du 23 mars 2020, le S&P 500 a gagné 47 %. Le record du S&P 500 a été établi au mois de février dernier, autour de 3 393 points. Et maintenant, bien sûr, le S&P 500, compte tenu de la chute des profits corporatifs au cours des prochains mois, est à une évaluation pratiquement record. Alors, le forward PE du S&P 500 est autour de 24. C'est un niveau jamais vu depuis la crise Internet, la dot-com bubble au cours des années 2000. Donc, les actions sont très chères en ce moment, les indices le démontrent. Alors, pour ce qui est de la bourse, ça va super bien, les cours sont en hausse, mais qu'est-ce qui se passe dans l'économie réelle? Alors, regardons quelques données que j'ai rassemblées pour vous. La première, c'est les ventes au détail. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Donc, pour les données d'avril, les ventes étaient en chute de 16 % par rapport au mois précédent, donc au mois de mars. Évidemment, la consommation représente une part importante du PIB, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. On parle de 60 à 70 %. Et bien sûr, ça crée des problèmes économiques lorsque les gens ne consomment pas. Lorsqu'on était confiné, mais c'est très difficile de consommer, à moins de le faire à partir de sites Internet en ligne comme par exemple Amazon. Ensuite de ça, la production industrielle en chute de 11 % pour ce qui est du mois d'avril, le PIB en chute de 5 % au premier trimestre et on prévoit pour le deuxième trimestre une chute de 20 à 40 %. Maintenant, les données de l'emploi, le chômage, pour le mois de mai était de 13,3 %. Pas besoin de vous dire que c'est un niveau absolument élevé comparativement aux données qu'on avait précédant la crise, là, autour de 3,5-4 % de chômage. Même si on se rapporte à 2008, on a eu au maximum de la crise, la récession de 2007-2008, un taux de chômage là, autour de 10 %. Alors on est plus haut que la dernière récession. Et au niveau économique, il ne faut pas oublier qu'on a toujours une épidémie qui est en cours. Donc le nombre de cas continue d'augmenter, que ce soit aux États-Unis, au Canada. Bon, la courbe semble être aplatie. Est-ce que ça va rester comme ça? Ça reste à voir. Maintenant qu'on a regardé les données économiques qui sont pas très reluisantes et qu'on regarde le marché qui, lui, est en hausse fulgurante, qu'est-ce qui explique cette déconnexion entre le marché et l'économie?
J'ai, à mon avis, deux raisons là, qui vont expliquer cette déconnexion et je vous les présente à l'instant. La première, c'est bien sûr l'optimisme entourant la réouverture des économies. On a connu un shutdown de l'économie au cours du mois d'avril dans pratiquement là, tous les pays occidentaux, du moins en Amérique, au Québec, aux États-Unis. Et depuis là, quelques jours, quelques semaines, certains États ont commencé à réouvrir l'économie, à réouvrir les entreprises, à réouvrir les commerces, les restaurants, les casinos, les hôtels, les parcs d'attractions dans certains cas. On sait que Disney va rouvrir dans quelques semaines. Universal l'a fait déjà. Donc, c'est des bonnes nouvelles pour les marchés. Évidemment, ça va permettre aux entreprises de ravoir des revenus, ravoir des profits dans certains cas. Les marchés, donc ce qu'on a vu du côté de l'économie, les données qu'on a reçues, c'est des données qui sont passées. Les marchés sont tournés vers l'avant, vers ce qui va se passer dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Et la réouverture de l'économie, ben, ça annonce des bonnes nouvelles. Cet optimisme, en fait, a été confirmé en partie par les données de l'emploi qui sont sorties tout récemment. Alors, on a eu au mois de mai une hausse de 2,5 millions d'emplois aux États-Unis. Donc, c'était complètement inattendu. Les analystes s'attendaient à une perte d'emploi de 7,5 millions. On a eu une hausse de 2,5 millions. Donc, on a eu une erreur de pratiquement 10 millions. Là. Alors, qu'est-ce qui explique ça? C'est difficile à dire, mais plusieurs pensent que la réouverture de l'économie envoie un bon signe et finalement que la situation de l'économie n'est peut-être pas aussi pire que ça, étant donné là, les réembauches qui ont lieu suite à cette réouverture. Donc, évidemment, ça a propulsé les marchés et confirmé la hausse qu'on avait connue au cours des dernières semaines. Par contre, il faut évidemment mettre un bémol sur cette donnée. Le taux de chômage est de 13,3 %, ce qui reste un taux très élevé historiquement. Je vous présente d'ailleurs le graphique à l'écran. Vous pouvez voir que un taux de 13,3 % de chômage, c'est pratiquement inégalé dans l'histoire des États-Unis. Il faut remonter là, dans les années de la Grande Dépression pour voir ce genre de taux de chômage. Et aussi, ce sont des données qui ont été un peu polémiques, les dernières données de création d'emplois aux États-Unis, étant donné qu'il y a une grande partie des gens qui ont été comptés comme à l'emploi malgré le fait qu'ils ne l'étaient pas. Alors réellement, si on prend ces gens-là et on les ajoute aux gens qui ne sont pas à l'emploi, ça donnerait un taux de chômage d'autour de 16 % au lieu de 13. Finalement, est-ce qu'on a vraiment eu une grande création d'emplois où les marchés se sont excités un peu pour rien? Ben, reste à voir au cours des prochaines semaines si la tendance à la création d'emplois ou à la baisse du taux de chômage va se concrétiser réellement. Maintenant, j'aborde la deuxième raison qui explique pourquoi les marchés continuent d'augmenter malgré le fait que l'économie est dans un piteux état. La deuxième raison, c'est la Réserve fédérale américaine qui a pris des mesures qu'on n'avait jamais vues pour soutenir l'économie et bien sûr soutenir les marchés, injecter des liquidités dans le marché pour éviter un effondrement de la sphère financière. Quelles ont été ces mesures? On en a plusieurs. Le premier, c'est bien sûr la baisse draconienne des taux d'intérêt. Donc, on a ramené les taux d'intérêt à 0 %, ce qui fait que, bien sûr, dans un environnement de taux d'intérêt à 0 %, les actions deviennent beaucoup plus attractives que les obligations des gouvernements. On a juste à comparer le rendement des dividendes qui est beaucoup plus élevé que le rendement, par exemple, d'une obligation 30 ans. Donc, les investisseurs vont favoriser les actions au détriment des obligations lorsque on est dans un environnement de taux d'intérêt beaucoup plus bas. Deuxième mesure qui a été prise par la Fed, c'est le QE illimité, l'assouplissement quantitatif illimité. Ça a permis, bien sûr, au gouvernement de s'endetter de façon record. C'est des records d'endettement, des trillions de dollars aux États-Unis parce que la Fed rachète les obligations. Alors, ça a permis de mettre en place des programmes pour aider, pour soutenir l'économie en faisant des prêts aux entreprises, par exemple, ou en envoyant des chèques aux citoyens aux États-Unis. Troisième mesure qui a été prise par la Fed, et cette mesure, c'était inédit. La Fed n'avait jamais mis en place une telle mesure au cours de son histoire, c'est le rachat d'obligations corporatives aux États-Unis. Alors, des obligations classées investissement, mais aussi des obligations classées
junk bond. Alors, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça vient mettre un prix plancher aux actions dans la mesure où les entreprises qui sont en difficulté peuvent passer à travers la crise économique actuelle en s'endettant parce que la Fed va acheter leurs obligations. Et d'ailleurs, on a connu un record d'achat d'obligations, d'émissions d'obligations, pardon. On a émis plus de 1 trillion de dollars en obligations parce qu'évidemment, la Fed est là pour acheter. Ce que ça fait, c'est que ça maintient le prix des actifs artificiellement élevé parce qu'on a toujours un acheteur pour acheter et les taux d'intérêt restent plus bas parce que les obligations sont achetées à un prix plus élevé que ça serait réalisé, ça serait des investisseurs particuliers ou des firmes d'investissement qui le feraient sur les marchés. Alors, ça booste le prix des actifs. Finalement, ça nullifie le risque de faillite de plusieurs entreprises qui vont être grandement affectées par la crise actuelle. Quatrième élément qui a été mis en place par la Fed ou qui va l'être au cours des prochains jours, des prochaines semaines, c'est l'achat d'obligations d'État, de municipalités et aussi un programme de prêt aux petites entreprises. Alors la Fed va prêter directement aux entreprises et va acheter les obligations des États, des municipalités qui vont en avoir un grand besoin parce que eux aussi ont des difficultés au niveau des revenus, des taxes. L'intervention de la Fed amène les investisseurs à toujours anticiper cette intervention. À chaque fois qu'on a volatilité sur les marchés, on s'attend à ce que la Fed intervienne. Et on s'attend à ce que la Fed fasse toujours plus si jamais la situation tourne au vinaigre, ce qui fait que les investisseurs achètent les actifs et selon eux, il n'y a aucun risque à la baisse compte tenu des interventions que la Fed peut faire si jamais ça se produit. Donc la Fed a conditionné les investisseurs à attendre ou à anticiper une intervention dans le cas où ça tourne mal. Alors, les investisseurs sont accros à la Fed, c'est comme une drogue et ils en veulent toujours plus, même que lorsqu'on regarde les futures des taux d'intérêt, donc les investisseurs aimeraient ou anticipent des taux d'intérêt négatifs aux États-Unis parce qu'ils en veulent toujours plus. Les investisseurs sont accros à l'argent, au free money de la Fed qui imprime pour pouvoir soutenir les marchés. Mais cette pratique, ça mine le système parce que ça fausse les prix. On est dans un fake market. Les prix de certains actifs sont faussés en raison de l'intervention de la Fed. Et aussi, ça mine la réputation de la Fed qui finalement se veut une institution qui diminue les variations économiques qui peuvent affecter les citoyens comme vous et moi ou les travailleurs. Et la Fed apparaît comme une institution qui vient aider les riches, qui vient aider Wall Street à s'enrichir toujours plus. Et la Fed se retrouve dans une situation perdante par ses propres actions. Parce qu'étant donné que maintenant les investisseurs sont accros à l'intervention de la Fed, si la Fed retire certaines de ses interventions, ça va faire chuter grandement les marchés, ça va déstabiliser les marchés. Si la Fed répond toujours aux demandes des investisseurs qui en veulent toujours plus, eh bien la Fed apparaît comme faible et apparaît comme une espèce de pantin des investisseurs dans les marchés. Et finalement, si la Fed ne fait absolument rien, la Fed perd parce que compte tenu de la gravité de la situation, le non-interventionnisme aurait été mortel pour l'économie des États-Unis, mais l'économie mondiale aussi. Maintenant, toutes ces interventions vont bien évidemment avoir des conséquences dans l'économie. Quelles vont être ces conséquences? C'est difficile à dire actuellement, mais l'une d'entre elles pourrait être le retour de l'inflation. Si on regarde la façon dont a explosé le bilan financier de la Fed, vous allez le voir présentement à l'écran, il y a plusieurs trillions de dollars qui ont été injectés dans l'économie. Et maintenant, si on regarde le graphique de M2, qui est la masse monétaire là, que nous, vous et moi, là, ayons en possession, qu'on peut dépenser dans l'économie, M2 est en croissance fulgurante et essentiellement, la croissance de la masse monétaire égale l'inflation. Donc, reste à voir si cette inflation va se matérialiser dans les prix à la consommation. Faut dire qu'au cours de la dernière récession en 2008, le fait que la Fed intervienne, qu'on ait du QE, n'a pas créé d'inflation dans les prix à la consommation, mais a créé plutôt l'inflation dans le prix des actifs, que ce soit l'immobilier ou le prix des actions. Maintenant, quelle est mon opinion par rapport à tout ça? Bien sûr, présentement, on se retrouve dans une espèce de reprise en V sur les marchés. Alors, jamais je n'aurais pu croire que cette reprise en V aurait pu être possible.
Mais j'ai sous-estimé, bien sûr, l'intervention de la Fed, à quel point c'était un moteur là, important pour faire revenir les marchés boursiers à la hausse. Et à mon avis, on est à quelques jours, quelques semaines de battre d'un nouveau record sur les marchés. S&P 500, Dow Jones, on devrait rebattre les records qu'on a connus en février, à mon avis. Regardez le S&P 500, on est à quoi? 150 points? 200 points de battre le record? Ça ne me surprendrait pas qu'au cours de l'été, on batte ce record, les marchés se retrouvent à des niveaux là, inégalés, c'est-à-dire. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le bear trap est terminé et qu'on est dans un nouveau bull market et qu'on ne reverra pas une baisse importante sur les marchés? Écoutez, je ne suis pas devin, j'ai pas de boule de cristal, mais présentement, les marchés sont dans un scénario parfait, dans une espèce de conte de Cendrillon où rien ne peut mal tourner, tout va bien, l'économie est réouverte, les entreprises vont recommencer à faire des revenus, les emplois vont être récupérés et tout va revenir à la normale. Or, est-ce que ce scénario va se produire? Ça me surprendrait grandement, mais ça prendrait quand même quelque chose de massif là, pour retourner au niveau du 23 mars 2020. Quelque chose comme, par exemple, la Fed retire certaines des mesures qui ont été mises en place. Une deuxième vague d'épidémie importante ralentit la reprise économique. Ça me surprendrait grandement qu'on revoie là, des fermetures comme on a connu, un shutdown comme on a connu au cours du dernier mois, des dernières semaines. Mais une deuxième vague pourrait fortement affecter là, la reprise de l'économie. Et bien sûr, avec les manifestations qu'on a eues au cours des derniers jours en raison de la mort de George Floyd aux États-Unis. Plusieurs scientifiques avancent le fait que ça pourrait être un facteur important dans la reprise de l'épidémie et ça, on va le savoir dans les prochaines semaines. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est les prévisions des entreprises pour le troisième et le quatrième trimestre lorsqu'elles vont divulguer les résultats du deuxième trimestre. Et si ces prévisions-là ne sont pas rencontrés lors de la divulgation des résultats au troisième, quatrième trimestre, eh bien là, ça voudrait dire que la reprise qui était prévue vers la fin de l'année, au troisième ou quatrième trimestre, pourrait être déplacée au début 2021, peut-être même jusqu'à l'été 2021. Évidemment, ça aurait un effet néfaste sur les marchés et probablement un recalibrage du prix des actions. Comme vous savez, j'avais beaucoup de liquidités en prévision d'une baisse, une nouvelle baisse sur les marchés et j'ai encore beaucoup de liquidités. Alors, si jamais la rechute des marchés se produit, je suis prêt. Mais nonobstant le fait que j'ai beaucoup de liquidités, j'ai quand même investi une partie de mon argent dans certains secteurs. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo récemment sur Air Canada, donc le secteur aérien. Bien sûr, ce n'est qu'une infime partie de mes avoirs que j'ai investis dans le secteur. Mais j'ai aussi injecté beaucoup de liquidités dans le secteur bancaire qui avait été grandement affecté par la crise, par la chute là, au cours du mois de mars. Est-ce qu'on va avoir une rechute des marchés? C'est dur à dire. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous croyez au nouveau bull market qui est en train de se former ou si pour vous, on est encore dans le scénario bull trap. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.